Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi, on va aller voir ça, et aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement aux stablecoins, avec le marché dégueulasse qu'on a en ce moment, ouais, c'est pas plus mal de regarder les stablecoins, on commence. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'à chaque fois je commence par Pendle, mais c'est un grand classique. Je vais pas trop m'attarder sur Pendle, c'est toujours la même chose. Je vais dessus, je vais sur l'onglet Market, je regarde ce qu'il y a autour des stablecoins, je regarde les principales tokens. Alors en ce moment, on a des trucs sympathiques autour du USD et AI, mais de ce que je vois, le stablecoin, il s'échange autour de 1,03$, 1,04$. Enfin quoique, j'ai pas été revoir depuis le crash qu'il y a eu ce week-end dernier, donc peut-être qu'il est revenu à 1$. Mais ouais, déjà sur le papier, le stablecoin, il est au-dessus de son peg. C'est moyen, et en plus de ça, le collatéral qu'il y a derrière ce stablecoin, j'aime pas trop. Donc oui, sur le papier, il y a 26% fixe sur ce stablecoin, c'est tentant, mais je passe mon chemin, j'aime pas trop le stablecoin. À côté de ça, on a d'autres trucs autour de 8 à 10% fixe. Ouais, sur Plasma, c'est pas hyper croustillant, mais c'est la première fois que je vois ça, ou en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Il y a des intérêts bonus sur les yield tokens. Alors là, on est dans le côté très dégène, hein, je compte pas m'y exposer, mais voilà, je voulais juste noter que il y a des intérêts bonus en XPL, donc dans le token de Plasma, sur les yield tokens. C'est assez rare que ce genre de pas d'investissement, on va dire, de token soit incentivé, qu'il y ait des intérêts bonus spécifiquement pour ceux qui vont s'exposer à ça. En général, il peut y avoir du rendement parce que, enfin, c'est même le principe de Pendle, on va s'exposer uniquement au rendement du token pour venir faire un effet de levier dessus si on pense que à l'avenir le rendement va augmenter. Mais là, rajouter par-dessus spécifiquement des intérêts bonus, c'est pas hyper commun. Alors en dehors de Plasma, on a d'autres principales tokens. Alors il y en a beaucoup sur Ethereum, encore des projets autour de l'IA, encore des projets qui me plaisent pas trop. Sur Sonic, le stablecoin de Main Street, moyen, je me demande s'il va tenir son peg éternellement celui-là. Le XUSD, j'aime pas trop. En fait, là en ce moment sur Pendle, il y a beaucoup de tokens qui ont des rendements sympathiques, mais faut que je descende au moins jusqu'au VYUSD de YieldFi pour trouver un token avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Donc il y a à boire et à manger sur Pendle, il y a pas mal de choses qui me tentent pas trop personnellement. Il y a aussi le WVLP. Alors ça, c'est pas vraiment un stablecoin, il me semble que c'est une sorte de vault qui va chercher du rendement avec le HLP de d'Hyperliquid si je dis pas de bêtises, et on va en reparler justement du vault de Hyperliquid et d'autres protocoles, mais comme il a beaucoup imprimé ce week-end avec les liquidations, il y a eu de la spéculation autour de ce genre de LP, et là on peut avoir 40% fixe sur ce LP sur 29 jours du côté de Pendle. C'est pas mal du tout parce que bon, le LP il peut être volatile, hein, il peut aller à la baisse, il peut aller à la hausse, mais voilà, pour ce genre d'investissement, avoir 40% fixe c'est pas mal parce qu'on va en reparler. Certes sur le papier on peut voir des rendements à 3 chiffres ou quoi, mais c'est plus compliqué que ça. Avant d'en parler, petite page sur Solana, voilà, il y a un peu de DeFi sur Solana, faut pas l'oublier, j'ai tendance à pas trop regarder ce qui se fait sur Solana, et on a justement un Pendle là-bas, donc ça s'appelle RectX, comme sur Pendle on a à boire et à manger. Je suis pas très familier avec les projets sur Solana, donc ceux qui m'inspirent le plus, là je suis dans les principales tokens, donc les rendements fixes, ce qui m'inspire le plus c'est ce qu'il y a autour du HYUSD, le stablecoin de Hilo, c'est un protocole qui est pas mal farmé en ce moment sur Solana. Alors il y a quand même un truc qui est dérangeant je trouve au niveau des rendements sur RectX, c'est que on a des points qui sont distribués. RectX ils ont pas encore lancé leur token, et dans les APY qu'on voit un peu partout ça prend en compte ces points justement. Là sur celui-là j'arrive pas à voir le détail, mais quand on va sur l'onglet Liquidity, qu'on voit les pools de liquidité, ici on a facilement le détail. Je vais prendre le LP avec le HYUSD, alors ça termine dans 2 semaines, par contre c'est dans pas longtemps, mais si je regarde en détail le rendement, en fait ça génère à peine 1% APY, mais par-dessus ça, on a les points du protocole qui sont estimés à quasiment 20% d'intérêt annualisé. En dessous de ça, par contre, on a la version stakée du stablecoin, et là c'est l'inverse. De base, ça génère 17%, et par-dessus ça, on a les points qui sont estimés à 2%.
Du coup, je préfère largement avoir le yield sûr, on va dire, plutôt que de spéculer sur les points. Alors oui, c'est une estimation, peut-être que ça vaudra 2 fois plus ces points, peut-être que ça vaudra 2 fois moins, peut-être que j'aurai pas le temps d'en farmer assez pour être éligible à quoi que ce soit. C'est compliqué. Ça peut jouer, ce genre de truc. En général, je préfère éviter. Donc voilà, Ratix, c'est comme Pendle, allez faire un tour, regardez s'il y a des projets qui vous intéressent, ne foncez pas sur un rendement à 40% juste parce que voilà, c'est élevé, c'est intéressant. Il faut faire attention. Là, sur Arbitrum, sur l'USDAI, c'est pareil, 40% sur le principal token, 40% fixe sur 36 jours, c'est tentant à prendre. Mais l'USDAI, je vous ai dit, il est au-dessus de son peg, donc vous allez l'acheter en quelque sorte à plus de 1$, et si ça se trouve dans 36 jours, bah vous allez vouloir revenir sur de l'USDC ou un autre stablecoin, et peut-être qu'à ce moment-là, l'USDAI, bah, il sera revenu à 1$. Donc, en perdant 3 centimes, il va perdre du coup 3% à peu près. Ça risque de prendre tout le rendement que vous avez généré, si ce n'est plus. Il y a même des chances de générer des pertes sur ce genre de mouvement. Donc attention, regardez bien les stablecoins avec lesquels vous voulez interagir. Et comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Le but comme d'habitude, c'est de faire une petite revue de la DeFi, de temps en temps aussi passer quelques astuces, quelques rappels importants, mais ça c'est essentiel pour Pendle. Faites bien vos recherches sur les stablecoins avec lesquels vous voulez être exposé, parce que parfois il y en a aussi sur lesquels on peut se retrouver bloqué. Je pense au AID AUSDC, le nom est à rallonge, c'est hyper chiant, mais voilà, celui-là il me semble qu'il n'y a pas d'unstaking dessus, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas au début il n'y avait pas d'unstaking. Bref, j'étais censé être sur la page Solana, donc on se recentre un petit peu. Loopscale, c'est un protocole de lending. Ça me fait un peu penser à un Morpho, mais sur la blockchain Solana. C'est plutôt récent, il y a quelques dizaines de millions de TVL, 88 millions de déposés, 31 millions d'empruntés, c'est pas si mal. Et globalement, on peut déposer des stablecoins autour de 9-10%. On a des points aussi parfois, mais c'est pas exprimé dans l'API grec comme sur RateX, ça je trouve que c'est un peu mieux. Il y a la possibilité de faire des boucles, mais bon, là l'écosystème Solana, je le connais pas plus que ça, je sais pas ce que c'est le ONYC, oh non, ça me fait penser à New York City du coup, est-ce que ce serait quelque chose sur de l'immobilier ou quoi que ce soit? Donc il y a potentiellement des boucles à faire, il y a un système à points aussi, on peut en farmer même en faisant du lending. Donc sur un malentendu, vous avez 10% d'intérêt sur des stablecoins, peut-être que les points vaudront l'équivalent de 1, 2, 3% d'intérêt, 50% d'intérêt peut-être pour les plus optimistes, mais bon, il faut éviter de partir sur... quand on fait comme ça du farming de points sur des protocoles de lending, c'est pas ce qui paye le plus, donc faut éviter d'avoir trop d'attentes sur ce genre de points. Camino, bon c'est un classique, ça fait un bon moment que c'est là, j'ai été faire un tour un peu par curiosité et ça devient un peu de plus en plus comme Morpho je trouve Camino, ça ressemble de plus en plus. En tout cas il y a plein de marchés différents où on peut déposer des stablecoins, ça paye autour de 10%, mais attention, la plupart des rendements sur la plupart des marchés c'est payé en token Camino et c'est pas récupérable quand vous voulez. Ça va être à la fin de la saison 4 seulement, donc si vous farmez sur Camino, prenez votre mal en patience, vous aurez pas tout de suite vos récompenses. C'est à peu près tout ce que j'ai mis de côté pour Solana. J'ai un dernier truc qui peut peut-être vous intéresser, c'est sur Jupiter, je savais pas qu'ils avaient implémenté ça, ils ont un petit checker d'airdrop. Alors bon, j'ai connecté mes vieux wallets de test sur Solana pour voir si par curiosité j'étais pas passé à côté de quelque chose. Non, du coup j'ai eu aucun airdrop là, vous voyez, bon j'ai pas mon wallet de connecté, mais de toute façon connecté ou pas connecté, ça m'écrit la même chose, voilà, j'ai 0$ d'airdrop. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont de l'activité sur Solana, qui sont passés à côté d'un claim ou quoi, donc je vous mettrai le lien dans la description, allez vérifier si vous êtes éligible du côté de Solana, ça prend pas beaucoup de temps, mais bon, n'ayez pas trop d'attente, il y a de grandes chances que ça termine comme moi, et que vous voyez qu'il y a 0$ à réclamer, c'est comme ça, c'est la vie. On va faire une petite page maintenant sur les vaults à la Hyperliquid et compagnie. Là, quand je vais sur le vault de Hyperliquid, le fameux HLP, le rendement il est sympathique, 160% annualisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça monte aussi haut, Ceux qui sont sur le HLP, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, c'était autour de 8-10%, si c'est pas moins d'ailleurs. Là, forcément, le week-end dernier, il y a eu énormément de liquidations, et quand il y a des liquidations, généralement, ce genre de vault, comme sur Hyperliquid, sont plutôt gagnants. Parfois même très gagnants. Là, le HLP, il a imprimé 40 millions de dollars en littéralement quelques minutes, ou peut-être quelques heures, peu importe. Je crois que c'est quelques minutes, vraiment. Sauf que, quand on regarde
regarde le PNL, donc les profits et pertes du Vault, si je me mets sur 30 jours, ça ressemble à ça. Donc ouais, il y a eu sur les je sais pas, les 25 premiers jours 3 millions de gains et d'un coup boum plus 40 millions. Donc faut pas s'attendre à ce que ça imprime des 40 millions toutes les semaines. C'est assez rare ce genre d'événement. Donc oui, sur l'instant T, ça a bien payé, mais si vous vous exposez au HLP après les liquidations, après du coup ce pump, à part s'il y a une nouvelle vague de liquidation qui arrive, il y a même des chances que vous perdiez des sous sur ce genre de Vault. Si je regarde sur 24 heures, vous voyez, c'est à moins 70 000 $ à peu près. Non, moins 40 000, pardon. Donc c'est que dalle, hein, moins 40 000 sur 500 millions de TVL. Mais voilà, ne partez pas du principe que, comme il y a écrit 160% annualisé, vous allez avoir un rendement de fou furieux sur ce genre d'invest. Faut faire très attention quand il y a des mouvements de marché comme ça. C'est vrai qu'avec du recul, hein, on voit quand même que ça a tendance à aller à la hausse, hein, le HLP. Mais si on prend depuis le tout début de l'existence de ce Vault, c'est pas du 160%. Donc je sais, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais je trouvais ça important. Et on a l'exemple inverse, c'est du côté de Lighter. Là, il m'affiche 48% APR, donc bon, hein, on voit moins gros quand même qu'Hyper Liquid, sauf que il le calcule sur quand? Il me le dit pas. Est-ce que c'est sur 24 heures? Alors, il y a aucune chance que ce soit sur 24 heures. Est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que c'est sur un an? Est-ce que c'est depuis le tout début? Aucune idée. Je pense que c'est depuis le tout début du Vault, mais j'ai pas la certitude. En tout cas, si on regarde sur une semaine, ça c'est la valeur en fait du LLP, donc le Vault de Lighter. Il est passé de à peu près 3,4 $, hein, je vais arrondir, à 3,2 $. Donc lui, il a carrément imprimé des pertes sur ces grosses liquidations qu'il y a eu le week-end dernier. Ça peut arriver aussi qu'il y ait ce genre d'événement pendant des grosses phases de liquidation. Si jamais il y a trop de traders qui sont gagnants, on va dire, c'est comme ça que ça marche ce genre de LP, hein, eh bien ils vont prendre entre guillemets l'argent au Vault. Et quand les traders sont perdants, c'est l'inverse, ils donnent l'argent au Vault en quelque sorte. On a Extended aussi, ce Vault là il est plutôt sympathique quand on regarde la croissance, on a l'impression qu'on est sur un HLP un petit peu d'Hyper Liquid, même si sur Hyper Liquid je dois remettre un petit peu les choses dans leur contexte, mais il y a un moment où la performance du Vault l'a fait un petit peu comme sur Lighter, hein, ça s'était effondré d'un coup, ça se voit plus du tout maintenant, mais c'était dans cette période-là, autour du mois de mars, il y avait une sorte de faille qui avait été exploitée sur Hyper Liquid, et du coup ça avait pas mal impacté le Vault. Peut-être que ça peut arriver aussi sur Extended, là on est sur un plus petit protocole, 28 millions de TVL, bon le rendement comme d'habitude il faut pas trop s'y fier parce que si demain il y a encore un élan de liquidation, vous allez avoir un bon rendement, enfin potentiellement il y a des chances que vous ayez un bon rendement sur la journée, mais voilà, la plupart du temps c'est plutôt léger, ça monte tranquillement, voire ça peut baisser, ce genre d'investissement. Après, l'avantage qu'on a avec des Extended, des Lighter, c'est qu'ils n'ont pas encore fait d'airdrop, donc déposer des liquidités sur ce genre de Vault, ça peut rapporter des points. Après, il y a de la dilution. Sur Lighter, il y a 400 millions de TVL, sur Extended, il y a 28 millions, alors c'est plus petit, mais Extended, c'est quand même un plus petit protocole, hein. Il y a moins d'open interest, il y a moins de volume, etc. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Un dernier, pour terminer, c'est celui d'Orderly. C'est le même principe, hein. Là il paye 43% APY sur les 30 derniers jours, mais c'est parce qu'on a eu des belles liquidations du côté d'Orderly. Ils ont déjà fait un airdrop, peut-être qu'ils ont encore des tokens à distribuer, j'en sais rien. Mais pour spéculer sur l'airdrop, c'est quand même moins intéressant, je trouve, qu'un protocole qui n'a pas encore lancé son token. Et en parlant de protocoles qui n'ont pas encore lancé leur token, alors là, je vais même aller un cran au-dessus, une blockchain qui n'a pas lancé son token. On va pas parler de Base, j'en ai déjà fait des vidéos et j'en referai d'autres probablement. Là, je vais vous parler de Sonium. Bon, j'ai aussi déjà fait des vidéos sur Sonium et je continuerai d'en faire, mais est-ce qu'il y a des choses sympathiques à faire sur cet écosystème? Je le farm un peu, faut dire que c'est du farm d'airdrop pur et dur, quoi. Faut faire des transactions à la con, etc. Est-ce qu'on peut quand même faire des choses sympathiques sur cet écosystème? La réponse est oui, mais c'est pas non plus dingue de chez dingue. Alors, on a tout d'abord Kyo Finance, c'est le DEX du coin, on a une pool de stablecoin
qui payent pas mal, mais c'est des liquidités concentrées, donc il faut avoir une pool de liquidités assez serrée pour avoir un rendement satisfaisant. Il y a des intérêts bonus en token OP, il y a aussi des intérêts bonus en token OP sur la pool USDT Ether et USDC Ether, mais là on est sur quelque chose de volatile, donc je suis un peu moins fan. On a Sake Finance aussi, le protocole de lending du coin. On a 10% sur de l'USDT, bon 5%, 5-6% sur l'USDC, c'est un peu moins bien, mais voilà, hein, on peut le noter éventuellement. Et on a AAV. Alors sur AAV, c'est pas terrible de faire du lending, je trouve. Par contre, emprunter des stablecoins, c'est pas si mal. L'USDC coûte 2% emprunté. Ça a un peu augmenté, hein. C'était resté pendant longtemps en dessous des 2%. Là, c'est passé un poil au-dessus des 2%. Mais on est encore loin de ce qu'on peut avoir sur Arbitrum, sur Base, sur Ethereum, où là, les stablecoins coûtent plus 5, 6, voire même 7-8% parfois à emprunter. Les protocoles un petit peu automatisés. Voilà, il y en a plusieurs. On va englober un petit peu tous les protocoles dans une thématique, comme ça me permettra de chapitrer un peu la vidéo. Je commence par Avent Protocol. J'en ai déjà fait une revue sur la chaîne principale, j'en parle quasiment dans tous les quadbos sur la DeFi. Il y a toujours un rendement assez sympathique sur leur stablecoin. Ils sont toujours aussi transparents, on va dire. Donc récemment, je me suis désexposé au protocole, j'ai plus d'exposition dessus. Il n'y a pas de système à points, mais dans la documentation, ça laisse croire qu'il y aura un token de gouvernance. Donc j'ai envie de croire qu'il y a un système à points, mais qui est caché, qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais vous avez compris l'idée, quoi, qui est pas visible. Il y a la possibilité aussi d'avoir du rendement sur du BTC, sur de l'Ethereum, mais bon, moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est sur le stablecoin. Ça se passe sur Avalanche en revanche, faut avoir un peu envie d'aller sur cet écosystème, même si ils sont pas cantonnés à Avalanche. Par exemple, leur Ether staké, il est aussi sur Ethereum. À terme, je pense qu'Avent, ils vont s'ouvrir à d'autres écosystèmes, à voir. Pour l'instant, c'est essentiellement sur Avalanche. Après, c'est très facile de bridger des USDC, ou voire même d'autres tokens sur Avalanche. On a YieldFi qui, eux, pour le coup, sont un peu plus ouverts. On les retrouve notamment sur Avalanche, mais sur à peu près une dizaine de blockchains. Il y a pas mal de blockchains aussi sur lesquels il y a des trucs à farmer. Je vois Plume, je vois TAC, je vois Katana, je vois Plasma. Donc, ils essayent de suivre un petit peu les trends, les tendances du moment. Bon, YieldFi, c'est comme Avent, j'en ai déjà fait une revue, j'en parle assez régulièrement. La différence avec Avent, c'est qu'ils sont transparents, ils ont un onglet justement qui s'appelle Transparence, et on peut aller voir les stratégies qu'ils font avec le collatéral. Bon, ça prend un petit peu de temps à charger, je vais pas vous ouvrir tous les onglets, je vous laisse aller faire vos recherches si ça vous intéresse, mais j'aime bien YieldFi, j'aime bien ce côté transparent où ils montrent ce qu'ils font comme stratégie. Ça, c'est plutôt cool. Après, c'est pas parce qu'un protocole est transparent qu'il va pas se faire rect, c'est pas parce qu'un protocole n'est pas transparent ou est moyennement transparent qu'il va forcément vous arnaquer. Tout n'est pas tout blanc, tout noir, c'est très souvent des nuances de gris. En tout cas, je préfère quand même YieldFi. J'ai encore une exposition au token de YieldFi, au YUSD, voire même au VYUSD. En gros, le VYUSD, c'est un vault où ils vont refaire travailler les YUSD sur la DeFi pour aller générer plus de rendement. C'est un poil dégène quand même, mais bon, c'est le principe du protocole, c'est d'aller faire des stratégies sur la DeFi à votre place, donc pourquoi pas. YoUSD aussi, le stablecoin de Yo, ou Yield Optimizer, ça paye plutôt bien. Par contre, ils ont pas trop de traction en ce moment, hein. La TVL, elle monte doucement, j'ai l'impression, alors que YieldFi, bon, j'ai l'impression que ça se tasse aussi sur YieldFi, mais ils sont à 140 millions de TVL. La première fois que j'en ai parlé du protocole, je crois qu'ils étaient à 15 millions, quelque chose comme ça. C'était encore un bébé, c'était encore un petit protocole. Donc je le vois grandir, ça fait plaisir. Avent, c'est pareil, hein. Avent, il avait pas 150 millions de TVL la première fois que j'en ai parlé. Mais Yo, ouais, ils ont un peu plus de mal, je trouve. Comme Yield Finance, ils sont transparents, c'est un stablecoin sur lequel on peut s'exposer et ils vont générer du rendement derrière. Alors, du coup, il y en a qui seraient peut-être pas d'accord pour appeler ça des stablecoins et ils auraient raison. Là, j'ai pas de termes qui me viennent à l'esprit pour définir ça, mais voilà. Si vous avez une petite idée, dites-moi ça en commentaire. Mais globalement, on vient s'exposer à une stratégie sur la DeFi, si on veut. Et en parlant de stratégie, Yield Optimizer,
Optimizer, ils vont entre autres faire travailler leur stablecoin sur Auto Finance. Auto Finance qui fait exactement la même chose que Yield Optimizer, Yield Finance, ils font des stratégies sur la DeFi. Voilà, on dépose des stablecoins dans un vault et ça va être déposé sur des protocoles de DeFi pour générer du rendement. Ouais, donc Yo, on a une stratégie sur Base, on a une stratégie sur Plasma, sur Arbitrum et d'autres encore, mais je trouve que ces trois-là, c'est les plus intéressantes en ce moment. Par contre, il y a des intérêts bonus dans leur token, et il me semble que ce token, il n'y a pas de liquidité pour l'échanger sur Base, sur Arbitrum et sur Plasma. On peut le swapper que sur Ethereum, donc c'est à prendre avec des pincettes, ces intérêts bonus en token toqués, ça s'appelle comme ça, parce que s'il faut les bridger sur Ethereum pour aller les dumper, il vaut mieux en avoir un petit paquet, hein, il vaut mieux en avoir quelques dizaines de dollars. Si on a 2 dollars de token, ben on va pas pouvoir les dumper. Soit vous pouvez déposer sur le vault et vous ne stakez pas, comme ça vous n'avez pas les intérêts bonus en token toqués. Ça fait bizarre de dire token toqué. Soit vous stakez et vous espérez que dans quelques semaines, quelques mois peut-être, ou demain, qui sait, il y aura des liquidités sur d'autres blockchains et qu'on pourra l'échanger. Je sais pas s'ils ont prévu de faire ça, mais pour l'instant, j'ai été voir du côté de Dexriner et compagnie, ça a pas l'air d'être possible d'en swapper en dehors d'Ethereum. Toujours dans les protocoles avec des vaults, avec des stratégies derrière, là on repasse sur quelque chose d'un peu moins transparent, c'est Ember Protocol sur la blockchain Sui. Donc on a 2 vaults autour de l'USDC. Ce que j'aime pas sur le protocole, c'est que ils affichent des objectifs de rendement. C'est complètement absurde, j'ai quasiment jamais vu ça sur la DeFi, donc il n'y a pas 15 ou 21% d'intérêt sur ces vaults, c'est un objectif. En réalité, il faudrait que je calcule, je suis exposé à ces vaults, donc je verrai. Un de ces quatre, je ferai le calcul pour voir si vraiment ils vendaient du rêve, ou alors s'ils sont proches de ces rendements. Je pense qu'ils vont être en dessous. À mon avis, quand je vais faire le calcul, si on est sur du 10%, c'est déjà pas mal. À voir. C'est assez nouveau, ça a l'air d'être construit autour de Bluefin, donc je sais pas si on peut spéculer particulièrement sur un airdrop autour d'Ember, mais c'est sur Sui. Voilà, ça change un petit peu. Toujours dans les trucs automatisés, mais cette fois-ci avec de l'IA. Alors bon, de l'IA, c'est pas non plus Terminator ou quoi que ce soit, c'est juste une IA qui va rebalancer les liquidités sur différents protocoles de lending. Autant vous dire que on est sur du niveau d'algorithme qu'on peut développer quand on commence à faire, je sais pas, du JavaScript, du Python. Je dis probablement des conneries parce que je m'y connais pas assez en langage de programmation, mais vous avez compris l'idée. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas non plus des technologies ultra poussées, ultra développées. Ils ont pas besoin de milliers de cartes graphiques Nvidia pour faire tourner leurs IA. Rassurez-vous pour eux. En tout cas, ça fonctionne quand même plutôt bien. Sur certains protocoles, il y a moyen d'avoir des trucs sympathiques en lending. Par-dessus ça, en fait, la force de ces protocoles d'IA, c'est qu'ils viennent donner des tokens bonus. L'IA Arma, du coup, de chez Giza, elle donne des intérêts bonus en token Giza, ce qui la rend pas si inintéressante. Pareil pour Zifei, on a des intérêts dans leur token. Alors au début, il y a quelques semaines, c'était hyper intéressant, hein. Vraiment, ils donnaient, il y avait 20 ou 30% d'intérêts supplémentaires dans leur token. Là, ça s'est tassé à 5%. Et en plus, c'est pas 5% qu'on peut réclamer là maintenant tout de suite. Quand on les réclame, il y en a genre 20% qu'on peut avoir tout de suite et 80% qui sont vestés sur je sais plus combien de jours. Donc c'est pas aussi intéressant qu'il y a encore quelques semaines, mais bon, c'est quand même sympathique, ça se défend en termes de rendement, c'est dispo sur plusieurs écosystèmes, alors que Arma, je crois que c'est que... Ah non, c'est peut-être pas que sur Base, maintenant ils ont l'air d'être sur Arbitrum et sur Plasma, mais avant c'était que sur Base. Voilà, Zifei, ils sont sur les mêmes blockchains en fait que Giza, sauf qu'ils ont aussi Sonic en plus. Voilà, à l'origine ils étaient lancés là-bas. Un dernier protocole autour de tout ce qui est IA et compagnie, c'est Almanac. Alors lui, je le connais pas du tout, mais j'en entends un petit peu parler. En termes de TVL, il y a plus de 150 millions de dollars de TVL, donc ils ont de l'attraction. Je vais être très honnête sur celui-là, je sais pas comment ils vont chercher du rendement, j'ai pas creusé plus que ça. Attention aussi, sur le rendement, il y a des points qui sont estimés en APY, ça je suis pas trop fan. Il y a aussi possibilité de déposer leur stablecoin sur Pendle pour avoir du rendement fixe et compagnie. Bon, hein, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, ça m'intéresse pas trop. En plus, c'est que sur Ethereum, il me semble. Donc je passe un petit peu mon tour pour Almanac. Tant qu'on parle de tout ce qui est automatisé, je suis tombé par pur hasard sur ça s'appelle Autopilot. Alors c'est très niche hein, comme protocole, c'est pour ceux qui ont des tokens aéro stakés. Donc
Probablement qu'il y en a quand même quelques-uns qui regardent cette vidéo parce que Aérodrome, c'est le DEX de Base, il y a des gens qui farment un petit peu, qui tentent de se positionner un peu comme ça sur Base, pourquoi pas en s'exposant au token du coin. Et du coup, si vous avez des aéros stakés, vous êtes probablement au courant. Toutes les semaines, vous pouvez voter pour les différentes pools de liquidité afin de récupérer les frais qui sont générés par ces pools et potentiellement aussi des pots de vin, ça s'appelle des bribes, donc des intérêts bonus pour simplifier tout ça. Et en fait, Autopilot, eh ben ça va venir voter automatiquement à votre place. Voilà, c'est aussi bête que ça, donc je trouvais que ça passait bien un petit peu dans cette page de l'automatisation. Voilà, pour ceux qui ont des tokens aérostakés, allez creuser, j'ai pas de token aérostaké, j'ai pas testé le protocole, donc voilà, je vous balance ça parce que je l'ai découvert, mais comme d'habitude, pas de conseils ou quoi que ce soit. Si vous êtes très bien à voter manuellement, que vous préférez le faire, continuez de voter manuellement, allez pas vous embêter avec ce protocole. Ensuite, on va passer un petit peu sur le lending et on va terminer d'ailleurs par le lending. À l'origine, j'avais sélectionné plus de protocoles que ça, mais bon, j'avais pas envie de faire un quad beau sur la DeFi qui durait 3 heures, dont 2 heures sur du lending, donc j'ai raccourci un petit peu cette section, mais voilà, il y a toujours des trucs sympathiques à faire autour des protocoles de prêt et d'emprunt. On commence par un truc sympathique mais sans plus, ça va être du côté de Gearbox sur la blockchain Etherlink. J'ai pas du tout reparlé d'Etherlink depuis la fin de la saison 1, et ça c'est pour une bonne raison. Etherlink, ils ont fait une saison 2, et les pommes c'est pas très intéressant, puisque à la saison 1, les pommes on pouvait les farmer, et à la fin ça a été converti en token Tezos en 1 pour 1, c'était plutôt sympathique, c'était même assez croustillant, ça a bien payé. Là cette saison 2, ils font les choses autrement. C'est le même principe, je crois, où les pommes, on peut les récupérer qu'à la fin de la saison, sauf qu'à la fin de la saison, c'est 20% réclamable tout de suite et 80% vesté sur 180 jours, je crois, quelque chose comme ça. Alors bon, c'est payé en token Tezos, à part si le marché est vraiment dégueulasse, je pense pas qu'il va faire moins 90% non plus sur 180 jours, mais voilà, un peu la flemme d'aller farmer des tokens vestés, mais bon, on a 20% sur le papier, c'est quand même sympathique, mais il faut savoir que sur ces 20%, il y en a une bonne partie, il y en a quasiment 15% qui sont vestés sur 180 jours. Donc à prendre avec des pincettes. Toujours sur Gearbox, mais cette fois-ci du côté de Plasma, là on n'a pas des tokens qui sont vestés, ça paye tout de suite à peu près. Alors bon, c'est distribué via Merkle, donc je crois que c'est distribué toutes les 6 heures, 1 jour, 2 jours, peu importe. Bon, assez régulièrement on va dire. En tout cas, on peut les dumper tout de suite, les tokens Plasma, même si là, j'avoue que c'est plutôt tentant de les accumuler, vu la claque qu'il s'est pris. Après, peut-être que c'est le genre de pétard mouillé qui se lance à la fin d'un cycle crypto et qui fait que baisser, un peu comme un ICP, pour ceux qui s'en rappellent au précédent cycle. Bon, même si Plasma pour moi c'est pas comparable à ICP parce qu'il y a de l'attraction, ça a une utilité, il y a beaucoup de volume, la DeFi ça a attiré pas mal de monde, bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur Plasma, mais sur Gearbox on a un vault sympathique, 13% annualisé, c'est payé en bonne partie en token Plasma. J'ai des convictions dans ce token, je me dis qu'il peut s'apprécier, ouais c'est pas mal. Alors là j'ai pas de liquidité sur le vault de Gearbox, mais c'est quand même tentant, je me le garde de côté, et je me garde aussi de côté Euler. On est à peu près sur les mêmes niveaux, on est sur du 13-14%, alors on est moins payé j'ai l'impression en token XPL ici, c'est plus de rendement pur on va dire, donc de rendement en USDT directement, voilà, c'est du classique, c'est du lending, vous avez évidemment tous les liens de tous les protocoles dans la description. Je dis ça mais j'ai pas terminé. Ah non attendez, quand même la page lending ça va pas juste être 2 protocoles. Déjà il y a encore Euler mais sur la blockchain TAC. Là c'est un peu le même principe, on peut déposer des USDT et on est payé quasiment majoritairement en token TAC. TAC c'est la blockchain qui est un petit peu entre l'écosystème Ethereum et l'écosystème de Telegram. Plus le temps passe, plus je vois que personne n'en parle et moins j'ai de conviction sur ce token TAC. Mais bon, c'est un peu le genre de truc qu'on peut farmer sur un malentendu. C'est des tokens qu'au pire on peut aller dumper quand on veut, mais voilà, on peut toujours le garder si jamais il y a une hype qui vient sur cet écosystème. Dans le pire des cas, c'est des récompenses de farming qui iront à 0, peut-être pas 0 non plus, mais bon, vous avez compris l'idée. En ce moment, ça paye autour de 13-14%. C'est pas si mauvais, mais voilà, on est payé dans le token de l'écosystème,
C'est pas forcément un token très sexy, le token de TAC, mais voilà, c'est un petit peu niche. J'aime bien passer de temps en temps ce genre de protocole, ce genre de truc un peu niche. Silo, Silo, il y a toujours des trucs sympathiques à faire, mais faut faire attention, parce que là, je vois que sur l'USDC, je peux avoir quasiment 60% APR, mais il y a que 4 $ de déposés. Donc autant vous dire que si j'arrive avec 1000 $, le rendement il va descendre à 0, ça va aller très vite. Donc il faut faire attention sur Silo, il y a beaucoup de marchés où les intérêts, il faut les prendre avec de grosses pincettes. Il y a aussi tous les marchés avec les principal tokens sur Pendle. Alors là je vois 37% par exemple sur ce principal token, c'est pas 37% supplémentaire. En fait c'est le rendement de base de ce principal token sur Pendle. Donc voilà, vous pouvez déposer des principal tokens sur Silo, mais ça va servir à faire des boucles à emprunter par-dessus, juste le mettre en lending, ça a aucun intérêt. En fait, autant garder les principal tokens dans votre portefeuille, personne ne va les emprunter. On a de l'USDC sur Sonic qui a l'air de payer plutôt bien, mais je me demande si ça va pas s'arbitrer, si ça va pas redescendre. À mon avis, ça va pas rester à 30% annualisé très longtemps, et en plus, il y a 50 000 $ de déposés, c'est pas énorme. Sur Ethereum, on a du 21%, sur Sonic encore ici, on a du 20%, si on redescend, on a du Avalanche avec, alors le XUSD, j'aime pas du tout, donc va falloir que je descende encore un poil. Voilà, sur Avalanche, on a du 13%, et là, on commence à être sur des trucs qui sont certes plus faibles, mais qui ont moins de chances de se casser la gueule demain. Il y a 2 millions de déposés, il y a des intérêts bonus en token AVAX éventuellement pour ceux qui aiment bien la blockchain d'Avalanche. C'est un petit peu comme sur Pendle, Silo c'est le genre de protocole que je regarde de temps en temps, il y a souvent des opportunités, c'est pas non plus les opportunités du siècle, mais c'est sympathique pour du lending. Un petit peu de lending sur Aptos aussi. Alors on a Echelon, on a d'autres petits protocoles par-ci par-là, mais là je fais un zoom sur More Market ou Moar, mais à mon avis il faut le prononcer More Market, c'est un jeu de mots je pense. Bref, l'USDC en lending, il paye 15% en ce moment. Alors c'est en grosse partie en token Aptos, mais bon, token Aptos, USDC, peu importe, moi ça me va, je veux bien te payer dans les deux. Il n'y a pas une énorme TVL, c'est encore un petit protocole, et c'est pas un protocole de lending comme ceux qu'on a vu avant. C'est un protocole un peu comme Extra Finance, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on peut faire du lending, et ceux qui empruntent, en fait, ils vont emprunter pour venir augmenter leur exposition sur des pools de liquidités. Donc ça s'appelle du farming avec levier. Je suis pas très fan de ça, de farming avec levier. Moi, le lending, ça me va très bien. S'il y a des gens qui sont prêts à emprunter mes USDC pour aller faire des carabistouilles, grand bien leur face, c'est le principe sur AAV, sur Euler, sur tous ces protocoles. Voilà, s'ils veulent faire du farming avec levier, ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être payé sur mes USDC. Sur la blockchain Sui, un petit peu niche aussi, mais on a l'or tokenisé, le XAUM, donc de Matrix, si je dis pas de bêtises, à ne pas confondre évidemment avec le YouTuber. Donc 10% annualisé sur de l'or tokenisé, ça sort un petit peu du lot, c'est moins commun. Alors là, il y a quand même une grosse bulle autour de l'or. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il nous fait un ATH en ce moment. J'en ai pas personnellement, et je sais pas si je veux m'y exposer. L'or, c'est typiquement l'actif où je me dis, ouais, ça bouge pas beaucoup, alors le truc, il a dû faire un plus 50% depuis le début de l'année, donc quand même pas mal pour ce que c'est. Et quand ça monte, j'ai le biais de me dire, ouais, mais c'est la crise dans le monde, est-ce que j'ai vraiment envie de m'exposer à l'or du coup? Bon bah oui, parce que bon, pour l'instant, il y a peu de chances que ce soit parti pour, pour s'améliorer. Après, contrairement à l'USDC, l'USDT qui sont là depuis longtemps, j'ai plus de mal avec l'or tokenisé parce que c'est un poil volatile et parce que je sais pas si l'or tokenisé de Matrix ou de un tel ou un tel, je vais le garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'ils seront encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Il y a Tether éventuellement qui ont de l'or tokenisé, donc pourquoi pas, mais là, je suis sur Sui, il y a des intérêts bonus dessus, voilà. Pour ceux qui ont dans l'instant de l'or tokenisé sur Sui, ça peut être intéressant de les mettre en lending. On a éventuellement aussi 8% sur les stablecoins, c'est du rendement pur grâce aux gens qui empruntent. C'est quand même pas si mauvais. Pour terminer, 2 protocoles où les emprunts sont pas trop chers. Alors je vous avais passé AAV un petit peu plus tôt dans la vidéo quand j'ai parlé de Sonium, donc voilà, je le recale vite fait. AAV, alors pas sur Arbitrum, sur Sonium, l'USDC coûte 2,11% à emprunter, c'est pas mal. Et sur Morpho, sur la blockchain Katana, alors faut avoir un peu envie d'aller sur Katana, on va être honnête. Enfin, c'est pas compliqué d'aller sur Katana, mais il n'y a pas grand chose à faire sur cet écosystème, donc si on emprunte sur Katana, j'imagine que c'est soit pour faire des boucles, soit pour ressortir et aller farmer ailleurs, mais en ce moment on peut être payé, littéralement payé à emprunter des stablecoins.
par-dessus du BTC, par-dessus de l'Ether, par-dessus de l'Ether déposé sur Yearn Finance, par-dessus le YUSD aussi de Yield Finance, il y a possibilité de faire une boucle. Il y a quand même pas mal de liquidités, hein. Par-dessus BTC et Ether, il y a des millions d'USDC qu'on peut emprunter. Donc c'est pas un petit marché random, hein. Il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi jouer. Je pense pas, malheureusement, qu'il y ait d'énormes baleines dans mon auditoire qui sont prêts à déposer 100 millions d'un coup sur des protocoles de lending et emprunter 50 en face. Après, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pourboire, voilà, déposer 1 million de dollars sur mon adresse, c'est pas grand chose. Non, je dis n'importe quoi évidemment, enfin bref, baleine ou pas baleine, il y a quand même moyen d'emprunter pour pas trop cher. Et en parlant de baleine, Starknet, il y a beaucoup de liquidités sur le protocole Vesu, c'est le protocole de lending du coin, alors beaucoup. C'est à prendre avec des pincettes, pour ce que c'est. Hein, il va pas concurrencer un AAV demain, je vous rassure, mais par exemple ici, on peut déposer du LBTC en collatéral et emprunter de l'USDC, il y a 9 millions de dollars de disponibles. Donc pour moi c'est pas mal quand même pour un écosystème comme Starknet, 9 millions d'USDC qui dorment, qui sont prêts à être empruntés, et pourquoi je dis que c'est des USDC qui dorment? Parce qu'actuellement ils coûtent que dalle à emprunter, ils coûtent moins d'1%. Sachant que par-dessus ça, on est payé aussi sur le LBTC parce que il y a un programme sur Starknet en ce moment autour de la BTC Fi, donc on a des intérêts bonus en token Starknet. C'est peut-être pas le meilleur token du monde, mais hein, ça se prend quand même. Donc voilà, on est payé sur le Bitcoin quand on vient le déposer. Par-dessus ça, les USDC ils coûtent quasiment rien à emprunter. C'est quand même sympathique. Alors au niveau des bridges, si on veut ressortir les USDC de Starknet, je crois que c'est pas très optimal, je vais aller vérifier ça. À ma connaissance, le meilleur bridge pour aller ou sortir de Starknet, c'est Rhino Finance. Si jamais vous connaissez d'autres bridges, n'hésitez pas à me le dire. Je crois qu'il y a LayerSwap aussi. Admettons, allez, je prends large, on emprunte 5000 $. Vous voyez, instantanément, si je bridge vers Arbitrum, on perd quand même 3 $. C'est pas énorme 3 $, surtout quand on emprunte à quasiment 0%, mais voilà, ça peut être un petit peu impactant, hein. C'est pas comme quand on bridge entre Base et Arbitrum où on peut avoir limite 10 centimes d'écart sur ce genre de bridge. Là, en sortant de Starknet, vous allez avoir quelques dollars et forcément, si vous l'avez dans un sens, vous l'avez dans l'autre. Si je passe ensuite d'Arbitrum à Starknet, je vais reperdre 2 $. Donc c'est quand même à prendre en compte si vous voulez farmer du côté de Starknet, si vous voulez emprunter comme ça sur Starknet. Après, plus ça va durer ce rendement faible et plus ça va être intéressant malgré les frais qu'on a sur Rhino Finance parce que ça va venir s'équilibrer avec les intérêts que vous aurez pu générer à emprunter sur un AAV par exemple à 5-6% sur un autre écosystème. Encore une fois, c'est très niche et je fais le malin justement en disant que c'est mieux d'emprunter ici par exemple que sur un AAV à 6%, etc. Mais justement, moi j'emprunte sur AAV sur la blockchain Base à 6% et compagnie. Après, j'ai quand même pour projet de tôt ou tard bouger ma position. Mais voilà, si je pouvais en un claquement de doigts comme ça la passer sur Starknet, c'est vrai que ce serait tentant d'aller emprunter sur Starknet, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit très optimal dans mon cas de décaler mes liquidités ici malheureusement. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on a quand même fait un bon tour sur la DeFi, alors évidemment il y a plein d'autres protocoles encore. Si je suis passé à côté de quelque chose de sympathique, dites-le moi en commentaire, j'irai jeter un œil et peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois. Je fais un dernier rappel là-dessus, mais sur Pendle, sur d'autres protocoles, il y a des rendements sympathiques. Essayez quand même de vous creuser la tête, d'aller voir derrière comment ça fonctionne, comment les protocoles vont générer du rendement, parce que parfois sur le papier ça peut arriver d'avoir des rendements à 3 chiffres sur du court terme qui s'expliquent, on l'a vu sur Hyperliquid. Parfois, on a des rendements qui sont élevés, mais il peut y avoir des risques derrière. Un stablecoin qui est au-dessus de sa valeur, un stablecoin qui a un collatéral un peu curieux. Là, c'est deux arguments pour l'USDAI, j'ai vraiment envie de l'abattre aujourd'hui. Mais voilà, même si farmer avec des stablecoins, c'est un petit peu les pneus 4 saisons du marché crypto, parce qu'on va être forcément pas très sujet à la volatilité, il faut quand même faire attention à pas aller sur des choses qui peuvent nous dépasser. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, cette fois-ci, j'arrête de digresser. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!